Il y a quelques semaines, on a eu un bel exemple d'expression des stéréotypes dans la société française. De quoi tu parles encore? Il y a une célèbre animatrice qui a dit qu'elle avait eu peur en voyant des gens avec cette tête. Cette tête? Et comme nous, notre De sujet... quelle tête tu parles? Cette tête-là. En gros, en résumé, quoi. Cette tête-là. Et nous, on ne parle pas de l'animatrice. C'est pas notre problème. Ça a déclenché plutôt une discussion entre nous sur les stéréotypes et leur expression, en fait, dans le monde du travail. Parce que, vous vous rappelez, ici, on parle de vous, on parle de nous, on parle du monde du travail dans lequel nous interagissons tous. Donc aujourd'hui, on a énuméré quelques-uns des stéréotypes les plus, disons, les plus répandus, les plus ancrés, en fait. C'est-à-dire que on fait ce qu'on veut, mais ils sont toujours là, ceux-là. Et bon, on va les décortiquer un peu aujourd'hui. Et puis, il y a quelques anecdotes que j'ai ou que Agathe a. Et puis, bon, on verra où tout ça nous mène. Allez, bienvenue sur le canapé. Bienvenue. Alors, Yal, j'ai envie qu'on aborde un premier stéréotype, là. D'accord, Qui lequel? est ancré, comme tu disais dans ton introduction, là. Ancré, c'est... Ouais. Ça gangrène C'est ça. le monde du travail. Merci. Ça nous concerne, hein, nous les femmes. Ah, bon, Voilà. là, du coup, c'est pas cette tête, c'est cette tête. Justement, les mères, je regardais justement dans les recherches qu'on faisait, on emploie le terme mère à risque. Ah, À oui. risque. Le terme, Ouais. c'est poétique. C'est ça. Donc, on va dire quoi, la définition d'une mère à risque, c'est une mère qui est, on va Une dire, femme qui à est, risque de grossesse. Voilà, qui vient juste peut-être de se marier, qui n'a pas encore d'enfant, mais en tout cas qui est dans la fleur de l'amour, en fait, de l'âge. C'est ça, qui est dans la période de la vie où... voilà, quoi, où tout est rose. Une grossesse est vite venue, quoi. C'est ça. Et elle est à risque parce qu'elle est susceptible de tomber enceinte. Et recruter cette personne-là, apparemment, pour certaines entreprises, pas toutes, parce qu'il y en a qui sont bien, ça peut représenter un problème. Pourquoi? C'est si on embauche... elle risque de tomber enceinte. Elle risque de tomber enceinte, donc pendant, je sais pas, 3, 6 ou 9 mois, on va pas avoir, elle va plus pouvoir bosser, on va payer une partie de son salaire, on va devoir embaucher quelqu'un pour la remplacer. Voilà. Et quand elle va revenir, il faut lui redonner son poste, il faut refaire la passation. Mais ça peut être également le cas d'une mère qui a déjà des enfants. Oui, et qui a peut-être des horaires de travail assez limités. Et ça peut être à risque aussi parce qu'on va se dire qu'elle ne se donne pas à 100% pour l'entreprise. Elle n'est pas investie, elle ne vit pas, elle ne respire pas l'entreprise. Il faut qu'elle s'occupe de sa famille. C'est ça. Ou par exemple, dans les deux sens en fait. Oui, dans les deux sens. Et même, vous savez, c'est même pas pour la grossesse, on a parlé, enfin j'ai évoqué le cas au recrutement. Mais même pendant qu'on est en poste, en fait, pour les promotions, ça peut être problématique. Ah oui, tiens, t'avais un cas là que j'avais bien aimé. Oui. En gros, c'est une ancienne collègue à une amie. La dame, elle est tombée enceinte, normal. Ça fait partie de la vie. Voilà. Et il s'est posé la question, parce que de toute façon, il faut informer son employeur pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est lié à la protection contre les licenciements. Après, tu l'informes quand tu veux. Oui, tu informes quand tu veux, mais que tu vas partir en congé maternité. Bon, on va dire que c'est certaines protections obligatoires et pour ça, il faut en informer l'employeur. Il n'y a pas de délai légal et tout, mais de toute façon, à un moment, il faut le faire. Et la question que cette dame-là se posait, c'est, en gros, est-ce que je leur dis maintenant, sachant qu'elle était en audit, en cabinet, et que, en général, en cabinet, en fait, chaque année, il y a des passages de grades, voilà. Et la période de passage, en fait, où on annonçait qui passait senior ou pas, c'était proche. Voilà. Et elle avait peur qu'en disant qu'elle était enceinte là, ça puisse impacter son passage de grade. Je comprends. Donc, elle était un peu perturbée et tout. Et donc, elle a demandé à ses amis. Et parmi ses amis là, il y avait mon ami. Et quel conseil ils lui ont donné? Tu te tais. Tu gardes ça pour toi jusqu'à ce que on a annoncé ton passage de grade, que tout a été signé. Et après, tu dis que tu es enceinte. Est-ce que c'est honnête?
c'est au vu du terme de mère à risque et du stéréotype de ce que ça engendre, ou que ça peut engendrer, en fait. Mais est-ce que là, pour la carrière des femmes, en fait, même si c'est pas honnête, moi, je pense que... Est-ce que ça justifie pas le stéréotype, là? Non, mais justement, mais tu comprends, s'il n'y avait pas le stéréotype, il n'y avait pas ce truc-là, les gens ne seraient pas obligés de se comporter comme ça. Tu vois? Et honnêtement, moi, j'ai ma sœur. C'est dur, hein? J'ai ma sœur qui est en entreprise. Il y a une période de promotion qui arrive. Elle apprend qu'elle est enceinte. Tu te tais. Tu attends. Tu attends que tout a été dit comme ça. Si tu as la promotion, c'est signé, c'est bon, tu l'as déjà, tu dis que tu es enceinte ensuite, ça continue. Et si jamais tu ne l'as pas eu, ok, c'est pas grave. De toute façon, tu dis que tu es enceinte et puis... Mais c'est délicat quand même, parce que tu vois, quand tu te places du côté de l'employeur, c'est un peu peut-être comme une trahison aussi, parce que... Voilà, je pense que l'employeur aussi a vu tes compétences, donc c'est par rapport à tes compétences qu'il t'a fait monter en grade. D'accord? Oui. Mais donc, tes compétences, elles ne disparaissent pas. Quand tu vas revenir ton projet maternité, tu les as toujours. Mais le fait de ne pas le dire, c'est aussi une façon de... C'est comme si tu le caches, en fait. Oui, mais est-ce que les gens cachent par plaisir, en fait? Parce que moi, j'ai une situation inverse. Hein. Une de mes connaissances, justement, qui est ce cas de figure-là de promotion, où là, elle était enceinte, elle n'avait pas encore dit. Et son manager est venu la voir en one-to-one pour justement lui parler de son excellent travail et qu'elle allait monter en grade et qu'elle allait être directrice justement de tout le pôle. Oui. D'accord? Oui. Et elle savait qu'elle était enceinte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fondu en larmes. Elle a dit? Elle a fondu en larmes quand je te dis. Il était en face, il dit mais attends, je t'annonce une promotion là et tu pleures. Et en fait, il lui a dit je suis enceinte quoi. Et qu'est-ce que l'entreprise a fait? J'espère qu'ils se sont bien comportés. Mais il a dit et alors? Mais voilà, ça, c'est le genre d'entreprise qu'il faut applaudir. Voilà, il a dit et alors? Voilà. Il lui a dit tu continues et puis après ton congé maternité, tu reviens prendre ton poste. Est-ce que ça t'handicape? Mais tu es d'accord avec moi que la réaction de ta collègue qui fond en larmes, c'est symptomatique du fait qu'elle-même, en fait, dans sa tête, elle se disait ah non, là, ils vont plus me donner la promotion parce que je vais partir, je suis enceinte. Ouais, en fait. C'est ça. Donc, en fait, c'est ancré dans l'inconscient des femmes, de tout le monde. Et c'est parce que, justement, il y a certaines entreprises, il y a certains environnements dans lesquels ça va impacter que ça existe. Toxique. Tu vois. Et c'est ça le problème, en fin de compte. Donc, est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Bon, je suis peut-être un peu pessimiste sur le coup, mais moi, je ne pense pas que ça disparaîtra parce que tant qu'on sera dans le monde capitaliste et que le capitalisme, c'est le capital, il cherche de l'argent, voilà. Si à un moment, ils ont l'impression que le fait que tu sois enceinte et que tu partes en congé maternité, ça va les empêcher de gagner le plus d'argent possible, ils s'en serviront, ils ne le diront pas parce que c'est contre la loi. Bien sûr. Voilà, personne ne le dira, mais ça aura toujours un impact. Donc, quand il y a un moment charnière, après, voyez aussi, peut-être que je pense que ça dépend de la relation. Ça dépend de l'entreprise, de la relation que tu auras avec ton manager ou avec la direction. Parce que quelquefois, ça va peut-être pas être ton manager direct qui prend la décision. Pour ta collègue, c'était un poste de direction qu'on a lui donné. Donc, on était déjà... Oui, c'est stratégique, mais ça veut dire qu'elle était déjà en contact avec les hautes sphères de l'entreprise. Bon, à ce niveau-là, c'est autre chose. C'est eux qui décident. Tu vois? Mais bon, je sais pas, quelqu'un qui est junior ou truc, bon, tu parles pas avec eux. En fait, donc, faut voir qui est décisionnaire, mais oui, c'est vrai qu'en fonction de l'entreprise, de l'environnement, de la relation que vous avez avec vos supérieurs et tout, ajustez votre réaction, quoi. Mais c'est délicat, on peut aller même plus loin en période d'essai. En période d'essai, tu tombes enceinte pendant que tu es en période d'essai, tu le dis ou tu le dis ou tu le dis pas? Tu le dis ou tu le dis pas? Tu vois? Tu le dis ou tu le dis pas? Enceinte en période d'essai. C'est délicat. C'est difficile et pour moi, là, c'est aussi ça traduit un problème, c'est le manque de confiance aujourd'hui qu'il va y avoir entre les employés et leur employeur, en fait. Ouais. Tu vois? Mais c'est lié aussi à beaucoup d'abus aussi. Voilà, si on peut, aujourd'hui, on en est au stade où on ne fait pas du tout confiance aux employeurs pour ne pas traiter ces événements normaux de la vie d'une personne, en dehors du cadre professionnel et qu'on peut s'en servir pour niveler les niveaux de promotion, les niveaux de progression, les recrutements et tout.
dès qu'il y a ce manque de confiance là, les gens sont obligés de cacher quoi. Stratégie d'entreprise, stratégie d'employé. C'est ça. Voilà. Donc, bon, dans tous les cas, faites attention. Là, il ne faut pas donner le conseil. Hein. Sachez où vous êtes. Sachez où vous êtes et agissez en conséquence. Il y a des entreprises qui le méritent vraiment pas ça. Comme on dit, moi j'ai été dans des entreprises où, franchement, on a eu, par exemple, dans la dernière entreprise où j'ai bossé, une alternante et tout, qui a été enceinte et tout. Ça s'est hyper bien passé. C'est pour ça, elle est partie en congé maternité, elle est revenue, elle continue son alternance même là, en fait. C'est génial, quoi. Tout se passe bien. Tu vois. Mais je pense que, comme tu disais, je pense que c'est à l'employeur aussi de susciter cette confiance-là envers les collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut que les collaborateurs sachent qu'ils peuvent aller vers l'employeur sans crainte. Et ça, c'est un travail à faire en interne, même au niveau de l'organisation tout entière. Pour pas être tétanisé comme ça pour un élément de vie qui est normal. Voilà. Donc là, ta collègue, elle avait du coup un manager des employés qui était apparemment, en tout cas vis-à-vis d'elle, géniaux. Mais tu te rends compte qu'elle n'avait pas, malgré tout, pas cette confiance-là pour aller leur dire au point où qu'on lui annonce sa promotion. C'est fou, hein. Elles font en larmes et c'est cool parce que c'est mince. Pourquoi c'est maintenant que je suis enceinte? C'est ça. Limite, oui, c'est ça. Donc, faites attention. Ouais. Préjugé suivant. J'en ai un deuxième là. Ah bon, lequel? Et si on parlait du préjugé lié aux origines? Aux origines. Bon, là, voilà. À la localisation, tu vois? Voilà, cette tête-là. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a pas mal de préjugés liés aux origines. Hein. Par exemple, beaucoup, en fait, c'est même pas que lié aux gens qui ont cette tête. C'est même pas que nous, en fait. Par exemple, plusieurs fois, j'ai entendu des trucs comme quoi, par exemple, les Portugais, ils sont dans le bâtiment, c'est des bons maçons, c'est des bons trucs. Ça, typiquement, pour moi, c'est aussi un stéréotype. Bien sûr, voilà, ils sont pas que dédiés à ce métier-là. Exactement, Tu vois? On en fait une généralité. Voilà, on en fait une généralité. Même si peut-être à une époque dans l'histoire, on va dire, de la France, ils ont été essentiellement beaucoup dans ce métier-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont exclusivement là-bas et que leurs compétences ne sont que là-bas, se limitent qu'à ça et qu'il n'y a que dans ça qu'ils sont bons. Tu vois? Et maintenant, pour revenir aux gens qui ont cette tête-là, souvent ce que tu entends, c'est que c'est pas forcément des leaders et c'est plutôt des bons exécutants. Tu vois, c'est vrai, c'est vrai. Genre un ingénieur, tu vois, genre bon ingénieur, mais mauvais manager. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai ça. Ça revient souvent. Ça, en fait, ça te limite à un plafond de ça verre. te limite, en fait, tu peux devenir... limite, tu peux monter jusqu'à peut-être expert technique, mais c'est vraiment rester dans la technique, c'est vraiment l'ouvrier, quoi. C'est ça, en fait, le terme exécutant, c'est vraiment vrai parce que je l'ai eu en entreprise, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au cours de l'année, tu as justement tout ce qui est lié à la promotion. Et généralement, on te dit non, lui il est bon dans ce qu'il fait, il sait très bien faire ça. Donc voilà. Il est bon, c'est un bon technicien. On ne peut pas aller au-delà. Il fait truc, il faut qu'on le laisse là en fait. C'est ça. Voilà. Et pour moi, c'est à ce niveau-là, c'est vrai. Au niveau de origine et tout là, souvent pour moi c'est ce préjugé là que j'ai le plus entendu, le plus perçu en fait. C'est des bons exécutants. C'est des bons techniciens, ils sont des bons ingénieurs. Mais en termes de leadership, de management et tout. Mais tu penses que c'est dû à quoi ça? Je sais pas. Pour moi, en fait, tu sais, beaucoup de ces stéréotypes-là peuvent être hérités, tu sais, de l'histoire, quoi. Tu penses? Oui, l'histoire des gens qui ont cette tête-là, elle est longue, elle est lourde, mais en plus, c'est aujourd'hui peut-être parmi les populations les plus défavorisées, les populations ouvrières et tout. Bah voilà quoi, c'est plus des étrangers, des immigrés ou des descendants d'immigrés noirs, maghrébins et tout. Donc pour moi, tout ça, ça contribue à ce stéréotype qui aujourd'hui est plus difficile à déconstruire quoi. Voilà. Mais il y a sûrement d'autres raisons, hein. Ça c'est mon analyse personnelle. J'avoue, j'ai pas fait plus de recherches là-dessus. Mais ce préjugé là, c'est celui que j'ai l'un des projets que j'ai le plus perçu en fait dans le monde professionnel quoi. Bon technicien, bon exécutant, mauvais leader. C'est vrai. Parfait pour être leader.
Ouais. Et même, je prends ton exemple de technicien. Moi, j'ai eu un cas comme ça dans le domaine, encore une fois, du recrutement, où j'avais un de mes clients qui m'a eu en ligne, hein, qui m'appelait, donc on a échangé ensemble. Et il recherchait des techniciens, justement. Et en me disant, évidemment, tu sais, quand je parle, on voit pas ma couleur de peau. Oui, Agathe, pas de noir, pas d'arabe. Hein. Moi, je veux que des blancs. Voilà, on s'est compris. Hein. Ah ouais? Ok. Donc, très bien, on a fini la conversation, je raccroche. Tu me connais. Oui. Têtu comme je suis, évidemment. En fait, il faut donner des leçons, mais des leçons de façon pédagogique aux gens. Il ne faut pas être forcément agressif. Désormais, professeur Agathe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon choix de candidat, j'ai pris un noir, j'ai pris un arabe et j'ai pris un blanc. J'ai envoyé les 3 candidatures. Donc, je pense qu'il a dû se dire, elle est gonflée, celle-là. Gonflée, hein, je lui ai bien... Pourtant, je lui ai dit, je veux pas. C'est ça. Et donc, bon, du coup, il était quand même obligé de les voir. Il a fait ses entretiens et autres. Et figure-toi qu'il a pris la personne qui était noire, en fait. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on est d'accord? Ouais. Bon, pour le coup, c'était pas un imbécile. C'est ça. Il s'est rendu compte qu'en fait, son stéréotype ou ses stéréotypes, en fait, l'avaient complètement éloigné du réel besoin qu'il avait. Et la personne était super. Enfin, il adore. Hein. Je crois que jusqu'à maintenant, il est encore en poste. Donc, comme quoi, des fois... Hein, bah, j'espère qu'il va le faire monter, qu'il ne va pas le laisser au stade de technicien. C'est ça. Voilà, là, on ira jusqu'au bout du stéréotype. Exactement, tu vois. On se rejoint. Bon, sur ça, par exemple, quel conseil on pourrait donner aux gens de toute façon, pour moi, c'est difficile souvent de prouver ça, même dans un contexte de recrutement et tout. Quand tu postules, c'est difficile de le prouver, mais je me dis... Bon, en général, votre nom vous trahira déjà un peu. Voilà, parce que bon... Ça veut rien dire. Non. Tu peux, regarde, par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas t'appeler Rodraogo. Rodraogo, tu peux être marié à quelqu'un qui s'appelle Rodraogo et que toi, t'es blanche en fait. Oui. Tu vois? Oui, bien sûr. Donc, non, mais moi ce que je veux dire, bon, je prends mon cas par exemple. C'est sûr que mon nom de famille, il va forcément trahir le fait que... Je suis pas français d'origine, quoi. Ouais. Je viens d'ailleurs, tu vois. Ouais. Mais par exemple, je vais pas mettre de photos sur mon CV. Voilà, c'est pas nécessaire. Mais est-ce que ça, c'est pas une perte de temps, ça? Parce que je prends même l'exemple, toi, tu parles de ta photo. Une femme qui est, par exemple, voilée. Oui. Tu vois. Imaginons qu'elle ne mette pas sa photo sur le CV. Oui. Le jour J, elle va à l'entretien et puis le recruteur se rend compte qu'elle est voilée. Oui, mais... Et que, par exemple, ils ne veulent pas, par exemple, de personnes voilées. Non. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps pour elle? Autant montrer ce que tu es, tu mets ta photo, apprendre ou à laisser, et voilà. Non, moi je comprends. Je comprends cette approche-là. Ce qu'on veut, c'est se débarrasser un peu de ces stéréotypes, de ces façons de fonctionner. Là. Bien sûr. Tu vois. Mais à côté de ça, moi, je veux vraiment rester dans le réel, dans le concret, dans ce qui se passe aujourd'hui, ce qui peut arriver aujourd'hui. Ouais. On prend le cas de la femme voilée là. Ouais. On sait qu'il y a des entreprises, il y a des trucs où systématiquement, encore fermées, encore... surtout dans le contexte social actuel là, où ça peut être problématique. Ouais. Problématique dans le sens où l'entreprise va considérer que c'est problématique. Encore une fois, ce n'est pas toutes les entreprises qui le font. Tu vois. Et pour moi, c'est... Oui, on peut décider, ok, je mets. Et vous regardez, vous voyez, c'est à prendre ou à laisser. C'est très louable. Tu perds moins de temps. Voilà, c'est très louable. Par contre, de la même façon que tu sais que tu as fait pour ton client, là, il a dit qu'il ne voulait pas t'envoyer quand même, finalement il a pris. Moi, je me dis que souvent les entretiens, avant il y a un entretien téléphonique. Parfois, il peut y avoir un entretien technique qui va être téléphonique encore avant de se voir sur place. Tu vois. On a au moins 2 moments où on peut montrer, prouver en fait sa valeur, sa compétence en dehors en fait de ce stéréotype-là. Tu vois. Ce qui fait qu'au moment où on se retrouve face à face, le recruteur ou le dirigeant en fait se retrouve lui-même dans sa tête face à ce dilemme-là, de se dire, tu sais, moi je me dis qu'il vaut mieux que cette personne-là se dise, ah mince, la personne a toutes les compétences, mais en fait que cette personne-là se retrouve en position de se battre contre son stéréotype. Tu sais où ça marche ce que tu dis? Où? Quand tu as une compétence qui est tellement rare
que l'entreprise n'a pas le choix. Tu parlais d'entreprise capitaliste là. Une technologie que tu as, que personne n'a. Et donc tu te dis, mince, ok, elle a le voile, mais purée, j'ai besoin de ses compétences. Mais à compétences égales, je pense que... Oui. Mais moi, je pense que... Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai encore une fois eu ce type de phénomène-là, où en fait, là, tu avais l'impression que le client ne voyait rien, tu vois. Il n'y avait même plus l'aspect voile, rien du tout. Il y avait les compétences, elles étaient clés. Ils étaient 2 ou 3 à l'avoir en France, pas le choix. La personne travaille correctement sans souci, mais pas le choix en fait. Donc tu te poses même plus la question du voile. Tu en as besoin pour ton entreprise pour qu'elle se développe. D'accord. Moi, je pense qu'il faut quand même se laisser la possibilité de. Donc tu veux dire, tu n'as pas de photo. Tu vas faire le premier entretien, le deuxième, le troisième. Tu as vu le temps que tu as passé quand même. Et au bout du 4e, tu arrives et puis on dit, oh ben tiens. Tu te rends compte? Non, je sais. Je comprends que ça peut. Je comprends que ça peut représenter. Enfin, passer des entretiens, ça représente quand même beaucoup de temps. Tu vois. Après, je me dis, quand tu es en recherche active et que tu es un peu coincé, tu vois. Est-ce que c'est pas un faux espoir? Est-ce que c'est je sais pas, je pense pas forcément. Tu vois. Pas forcément. Ou bien là, tu vas vraiment dans l'optique de convaincre, quoi. Voilà, moi, en fait, je vais vraiment dans l'optique de, ok, dans un premier temps, regardez pas, en fait, l'autre, tu vois, l'autre aspect de moi. De toute façon, vous allez voir, tu vois. Mais je vais vous montrer d'abord, en fait, ce que je peux vous apporter, tu vois. Et puis ensuite, vous voyez l'autre et après, c'est peut-être ma philosophie, mais je veux que ce soit vous. Hein. Je veux pas, moi, mener la réflexion à votre place de... non, il faut que vous voyez dès le départ. Non, je veux que vous vous retrouviez en position de vous dire, mais il a les compétences, mais elle a les compétences, mais à cause de moi-même, mes préjugés, je ne veux pas l'embaucher et que tu n'en dormes pas la nuit. Je veux que ce soit l'autre qui ne dorme pas. Mais moi, j'ai déjà eu des cas où les gens m'ont dit, non, mais ça y est, ça fait plusieurs fois qu'on fait les entretiens. Je préfère vous le dire tout de suite, voilà, j'étais l'apparence et comme ça, soit ça à prendre ou ça à laisser. Bon, c'est aussi les personnalités. Parce que les gens étaient blasés aussi. Oui, mais je comprends l'idée de conquête. Oui, il faut être conquérant. je comprends, mais il faut avoir le caractère. Non, mais je comprends. Après, c'est pas évident. C'est pas facile. On en rigole là, mais c'est pas simple. C'est pas franchement. Simple. Et puis bon, ça renvoie aussi à, on va dire quoi, une maxime qu'on entend souvent, c'est que quand on va dire que tu es noir, tu es arabe, ce genre de... Enfin, que tu as ce type d'origine là, souvent, il faut que tu travailles 2 fois plus pour avoir le même résultat. Il faut que tu prouves encore plus, quoi, tu vois. Là, par exemple, tu as dit que ça marche que quand tu as des compétences vraiment extrêmement rares. Ben oui. Mais pour avoir une compétence extrêmement rare, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et bon, on en revient là encore, quoi. C'est dur, hein. Parce que en fait, c'est ta personne. Le fait d'être toi rend ta vie plus difficile. Je trouve que c'est très violent. C'est très, très violent. Très, très violent. Parce que tu n'es pas accepté, en fait, comme tu le souhaites. Ouais, est-ce que ce monde a l'air violent depuis longtemps? C'est la jungle. C'est la jungle, ouais. Ah, quelle tristesse. Et le 3e, Yann. Allez, le dernier pour la fin. Ok. C'est le stéréotype qui est lié à l'handicap au travail. Ouais. Est-ce que, tu sais, il y a une référence qu'on doit mettre des fois quand tu as un profil de personne... Oui, quand tu as un handicap, visible ou pas, d'ailleurs. Ça s'appelle la RQTH, en fait, c'est une documentation qui prouve que tu es en situation de handicap, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. Mais est-ce que tu dois le montrer ou pas, justement, en entreprise? Parce que moi, j'ai eu ce cas de figure où il y a des gens qui ne voulaient pas le mentionner, de peur d'être discriminés. On revient encore à ce stéréotype. Là encore, je trouve que c'est grave, quoi, parce que le handicap, tu ne le choisis pas. Exactement. Ouais. Il y a des gens qui sont nés avec, il y a des gens qui ont eu des accidents. Bien sûr. Donc, bon, c'est des circonstances malheureuses de la vie qui les mènent dans cette situation-là. Et déjà, ça, c'est déjà difficile, en fait. Tu vois, c'est déjà difficile. Dans un monde qui n'est pas du tout conçu pour qu'eux puissent, disons, vivre, circuler, fonctionner, en fait, disons, normalement, dans un monde qui est déjà difficile pour eux,
Si pour aussi c'est le travail qui aujourd'hui est une nécessité pour pouvoir vivre, en fait, normalement, payer ses factures, s'offrir des vacances et tout, ce genre de choses-là, en fait, classique. Pour ça aussi, on va être discriminé. Tu te rends compte, en fait, double difficulté, quoi. Moi, en général, souvent, ces personnages, je les trouve vraiment, courageux, tu sais, hyper fortes, quoi. Ouais. Lors des JO, là, oui, je regardais, tu sais, change un peu le regard. Voilà, les Jeux paralympiques. Ah, non, mais tu te rends compte? Tu sais, je regardais les sports collectifs, là. Ah bon, j'ai cru que tu allais parler de natation, ça va. Ah non, j'ai regardé ces 6 foot, mais j'ai regardé aussi comment ça s'appelle, les compètes de natation. Hein. Ouais. Pour tout vous dire, moi, là, aujourd'hui, j'apprends à nager. J'apprends à nager. Stéréotype. Non, j'apprends à nager. Oui, il y a un stéréotype, pourquoi on ne sait pas nager, mais bon. Dans mon cas, c'est vrai, je ne savais pas nager. Là, j'apprends. Je trouve ça extrêmement difficile. C'est clair. Je trouve nager extrêmement difficile. Et tu te rends compte que... Et j'ai regardé les Jeux paralympiques pour les compétitions de natation. J'étais comme ça. Franchement, en fait, eux, ils m'ont donné la force de ne pas abandonner les cours de natation. Je me suis dit, mais si eux, ils ont le courage et la force de nager comme ça, dans des piscines olympiques, donc qui sont extrêmement profondes. En tout cas, pour moi, elles sont extrêmement profondes, ces piscines-là. T'as pas eu honte un peu? Je me dis, non, en fait, ils m'ont donné du courage. Ouais. Non, franchement, ils m'ont donné du courage. Ce sont des leçons de vie. Hein, ils m'ont donné du courage. Ouais. J'ai vu, je crois que c'est une star brésilienne, là, qui est aussi de natation. Et je me suis dit, non, mais comment il fait pour nager, en fait? C'est clair. Et moi, là, dans un bassin où j'ai pied, en fait, j'ai peur de me noyer. Tu t'enfonces dans le stéréotype, là. Arrête. Non, mais j'ai dit le stéréotype des Noirs qui ne savent pas nager. Moi, dans mon cas, il est vrai. Parce que je ne savais pas. Ouais. Mais en gros, moi, ils m'ont donné du courage, en fait. Et donc, moi, je me dis, ces personnes-là, franchement, sont inspirantes. Après, là, on a pris des exemples de handicaps qui sont visibles. Il y a des handicaps qui sont moins visibles. Mais est-ce que tu le mentionnes sur ton CV, au même titre qu'on parlait de la photo tout à l'heure, est-ce que tu mentionnes, par exemple, ton statut RQTH sur ton CV? Je me dis, peut-être pour certains types de postes, ça peut être nécessaire. Je sais pas. Oui, mais est-ce que ça revient à ce que tu disais, est-ce que tu te fermes pas tout de suite des portes, justement, en le mentionnant? C'est possible, mais après, est-ce qu'il n'y a pas certaines portes qui sont d'office un peu fermées? Je sais pas, par exemple, est-ce qu'on peut être, je sais pas, faut me dire, je sais pas, mais est-ce qu'on peut être ouvrier, par exemple, de chantier, alors qu'on marche avec des béquilles? Ah non, c'est compliqué là quand même. Tu vois. Ouais. Donc je me dis, c'est un peu le truc. Après, par contre, pour une large gamme de postes, ça joue absolument aucun rôle. Par exemple, pour être ingénieur en informatique, pour être dans les ressources humaines, il y a certains handicaps qui jouent absolument aucun rôle. Le rôle, ça sera peut-être au niveau des horaires ou d'un aménagement adapté. Peut-être, oui, voilà, genre un fauteuil adapté, une table adaptée. Ou des horaires adaptés. Par exemple, sur le siège, là où la personne va bosser, faut qu'il y ait, par exemple, un ascenseur, ce genre de choses-là. Mais pour moi, ça ne devrait pas être problématique. Mais dans certaines entreprises, ça l'est. Ça ne devrait pas être problématique. Ce sont toujours des personnes qui ont vécu des choses difficiles, qui font qu'ils sont dans une condition physique ou psychologique à un instant T. Voilà, s'ils ont les compétences, voilà. S'il y a des aménagements à faire, on le fait. Après, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains, on est dans un monde d'êtres humains et on ne va pas commencer à déshumaniser d'autres êtres humains parce qu'ils ont un handicap particulier, quoi. Ça, moi, en fait, bon, tout ce qu'on a dit, je trouve ça dommage et ça, je le trouve encore très triste parce que leur vie, je ne vais pas dire difficile parce que même eux, en fait, n'apprécient pas nécessairement que les choses soient dites comme ça. Oui, je suis d'accord. Mais déjà, en fait, le monde n'est globalement pas adapté en fait à eux et encore on vient leur mettre les bâtons dans les roues. Bon, ça fait beaucoup. Sachant aucun d'entre nous n'est à l'abri des choses. Hein. Chaque matin, tu te lèves, tu sors, tu peux faire un accident et tu te retrouves avec un handicap. Tu peux avoir un AVC parce qu'aujourd'hui, ça, avec le stress, l'alimentation et tout, on est à l'abri de rien du tout. Et puis demain, tu te retrouves avec un handicap en fait. Donc, il faut arrêter de penser qu'on est à l'abri. On est tous exposés aux risques et
franchement, ils sont forts. Ils sont très forts. Et j'ai même l'impression même ils décuplent même leur capacité, en fait. Parce qu'ils veulent prouver justement que leur handicap n'en est pas un. Bien sûr, c'est ce qu'on disait dans le présent stéréotype. Eux aussi, pareil, ils sont limite aussi obligés de prouver 2 fois plus, en fait, quoi. C'est exactement ça. Sachant que déjà, dans le quotidien, ils prouvent déjà 2 fois plus leur force. Donc, pas facile, hein. C'est pas facile. Bon, de toute façon, la société a beaucoup de travail à faire. En fait, il y en a tellement. On pourrait continuer encore. Non, on pourrait continuer. On en a trop. On en a énuméré 10. On en a énuméré 10. Je les ai là. Mais bon, si on continue, l'épisode il va être un peu trop long. Déjà là, je pense qu'il est déjà long, en fait, cet épisode. Oui, mais c'est vrai que ça soulevait ce point-là qui est lié aussi à la discrimination, quoi, qu'on le veuille ou non. Donc, mais tout ça, c'est des facteurs de discrimination. Exact. Et de toute façon, de là où vous êtes, que vous soyez salarié, entrepreneur, chef d'entreprise, peu importe là, pour moi, il faut garder à l'esprit qu'on est tous des êtres humains. On se débat tous autant qu'on peut pour pouvoir tirer notre épingle du jeu dans le jeu de la vie, justement. Et l'ouverture d'esprit est très importante. Voilà, il faut qu'on soit assez ouvert d'esprit pour comprendre les défis que les autres ont à relever dans leur vie. Et voilà, qu'on évite de rajouter de la difficulté à la difficulté que certains peuvent déjà avoir, en fait, au quotidien, quoi. Et oui, juste laisser une chance, en fait. Ne pas forcément avoir ces stéréotypes ancrés, parce que je pense que de façon naturelle, tout le monde a des stéréotypes, qu'on le veuille ou non. Mais c'est pouvoir en sortir et laisser la place justement aux autres de pouvoir se présenter comme ils sont et passer outre, surtout. Donc, en résumé, là, on a vu 3 stéréotypes. On va conclure sur ça. 1, ce que je veux dire, c'est que une grossesse ne rend pas incompétent. Ça, c'est un premier truc. 2, une origine ne définit pas un caractère ou une prévalence pour un certain type de poste ou métier. C'est clair. Et 3, un handicap ne rend pas moins performant que les autres. Merci. Merci, c'était Yann et Agathe pour le canap'. On vous laisse lister la suite des stéréotypes. Voilà, en commentaire. Allez, salut. Ciao.